Le plus probable, c'est que ça se termine par une explosion à la mais on ne parle sauvage. pas des mêmes cas. Je parle le cas numéro 1, c'est moi qui gouverne le pays. Je suis en train d'essayer de vous expliquer pourquoi j'essaye qu'on en sorte par le haut. Je ne gouverne pas le pays, je suis comme Jacques Sapir. Moi, je regarde la télévision, j'écris des trucs, je calcule. Que va faire François Hollande? Je vais vous le dire, rien. Il fera rien, comme d'habitude. Il va laisser le truc s'effondrer, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc le cas le plus vraisemblable... Si vous gouvernez le pays, oui. Ou alors je vous ai mal compris, mais vous avez quand même dit que le plus probable, c'est que ça se termine par une explosion sauvage. Non. C'est-à-dire que vous croyez à la possibilité... Oui, c'est ça que j'essaye d'expliquer, que je voudrais arriver à expliquer. Mais je me tiens prêt. C'est comme quand la France a la dissuasion nucléaire, elle n'a pas l'intention de faire la guerre à la terre entière. Elle n'a pas l'intention de jeter des bombes de tous les côtés. Mais elle est prête. Ça veut dire, si vous nous touchez, à vos risques et périls. Eh bien, j'essaye de sortir positivement. Mais si on ne peut pas sortir positivement, le système s'effondrera. Pourquoi? Parce que je désobéirai. C'est là qu'est ma force. C'est que je désobéirai. Et là, le paramètre du temps, c'est-à-dire des dynamiques internes, qui va me permettre de répondre dans un instant à celui qui joue un rôle essentiel. L'art de gouverner, c'est un art concret, c'est un art de réalisation, c'est pas un art abstrait où on décalque une idéologie sur une situation réelle. Donc, si je vais voir l'Allemand, et que je ne sais pas lequel sera là à ce moment-là, et que je lui dis, écoutez, voilà, nous les Français, nous avons besoin, compte tenu de notre population, nous avons besoin d'une masse considérable d'investissement. Nous en avons par-dessus la tête de cette politique qui est faite pour les petits vieux, retraités par capitalisation en Allemagne. Donc voilà. Donc la Banque centrale va prêter. On va me dire, comme vous me dites, il va dire, Nein! Très bien, je sors. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? La zone euro explose. Qu'est-ce qui se passe pour les Allemands? Une seconde. Vous avez la dissuasion, on est bien d'accord. Bon, pour les Allemands, ça veut dire tous leurs coûts vont monter de 15 points. Nous, on va descendre et on va avoir un avantage compétitif. Que croyez-vous que... Attendez, Daniel, écoutez. Oui. Que croyez-vous que fait l'Italien? L'Italien dit « Ah non, Mélenchon, il a complètement tort. Moi, je reste avec l'Allemand. » Non. Pourquoi? Parce que l'Italien est tellement proche de nous, du point de vue de ce qu'on produit. On est dans les biens intermédiaires. Que l'Italien ne peut pas nous regarder sortir, notre monnaie dégringoler et lui rester accroché après les Allemands. Mais messieurs, je vous signale, on nous dit sur Internet qu'on est beaucoup trop technique et qu'il faut essayer d'être plus simple. Alors, on fait ce qu'on peut. C'est déjà difficile. Moi, je suis un littéraire. C'est lui le scientifique, c'est pas moi. Encore essayer d'être plus simple. C'est vrai que c'est un sujet qui implique un certain niveau de technicité, malheureusement. Oui, mais alors, notre boulot à nous, c'est d'essayer de simplifier. D'accord. La dissuasion, le bouton de la dissuasion que Jean-Luc Mélenchon dit qu'il aura, vous y croyez pas, vous? Non, pour la raison suivante, c'est que si on voulait faire fonctionner la zone euro correctement, ça voudrait dire qu'il faudrait nécessairement qu'il y ait des transferts importants de certains pays vers d'autres pays. Très exactement comme ça se passait. Du crédit, Jacques? Non, des transferts. Le crédit ne suffira pas. Et parce que c'est des transferts qui devront être sur 10 ans, 15 ans. Moi, je pense à nos internautes, là, des transferts de quoi? Alors, des transferts budgétaires. C'est-à-dire? Bon, par exemple, en France, avant, quand on avait le franc, ça voulait dire que quand une région était en crise, prenons le cas de la Lorraine. La Lorraine, 1981, crise de la sidérurgie, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement français, tout d'abord, subventionne les Lorrains au chômage, parce que les assurances chômage, elles sont nationales. Et donc, ce n'est pas sur les revenus de la Lorraine que sont prélevées les cotisations. Donc, c'est bien une forme de transfert. Et puis, il investit massivement en Lorraine. Il investit massivement aussi dans le Nord qui est touché par la crise. Bon. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Allemagne, pour ne pas la nommer, devra être la France de l'Europe du Sud qui sera la Lorraine. Et ça, on a fait les calculs. On a fait les calculs. Patrick Artus a fait les calculs. Moi-même, j'ai fait les calculs, etc. Et on arrive à 10% du PIB de l'Allemagne pendant 10 ans. C'est considérable. Non, mais Mélenchon, il a son bouton de la dissuasion, là. Et avec ce bouton de la dissuasion, il n'arrive pas à convaincre l'Allemagne. Et à ce moment-là, l'Allemagne dira, écoutez, si vous voulez faire fonctionner la zone euro, ça va me coûter 10% de mon PIB. Si on casse la zone euro, oui, c'est vrai, ça va me coûter 3% de mon PIB. Eh bien, entre 3 et 10%, je choisis. Bon. Et donc... Supposons que Jacques... Cette hypothèse. Non, mais cette hypothèse. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais attends. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que c'est des gens raisonnables. Et je fais le pari européen. Attends, je pense que les gens, à un moment donné, tombent d'accord sur des choses raisonnables. Bon. Mais supposons... 10%, 3%. Supposons. Oui, non, mais là, attends, il faudrait qu'on creuse. 10%, pourquoi c'est les Allemands qui vont payer pour tout le monde et nous, les Français, on ne paye pas? Attends, non. Mais et les autres ne payent pas? Non, mais attends, j'ai calculé ça. Ça veut dire, grosso modo... Bon, la France ne paie pas, mais ne reçoit pas d'argent.
l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, eux reçoivent. Et qui donne? Les pays essentiellement de l'Europe du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande. Mais il faudrait savoir, les amis, on a créé l'Europe parce qu'on veut être solidaire. On a équipé l'Espagne, on a équipé le Portugal, on a équipé les Irlandais, mal, n'importe comment, en mettant de l'argent. C'est 1,2% du PIB des pays européens. Il faut quand même... Qu'est-ce qui représente 1,2%? C'est le budget européen. Ah oui, d'accord. 1,2%, c'est ridicule. C'est ridicule. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la tendance, c'est pas de l'augmenter, c'est de le réduire. Alors, oui, ils l'ont réduit, là. Oui, tout à fait. Ils l'ont réduit. Tout à fait. Le grand plan de croissance de François Hollande, c'est moins 15 milliards. Bien sûr. Bon, mais ça, on est tout à fait d'accord. Je rappelle simplement une chose. En 1977, vous voyez, ça fait longtemps. Bon. Moi, je venais juste de sortir de Sciences Po et je commençais mon DEA. Bon. Roy Jenkins, qui était à cette époque-là le dirigeant tournant de la communauté économique européenne. A proposé un bon du budget. Il dit, il faudrait qu'on fasse une monnaie ensemble, mais la condition de cette monnaie, et il avait entièrement raison, c'est qu'il y ait une mise en commun, grosso modo, de la moitié de nos impôts, c'est-à-dire de 10% du PIB des pays. Jacques. Mais oui. Et là, on ne sort pas de cette situation. Là, c'est pas raisonnable. Parce que, non, c'est pas raisonnable. Tu tiens pas compte des dynamiques, il me semble, moi je ne suis pas aussi savant que toi, mais bon, il dit il faut qu'il y ait un budget pour qu'il y ait des transferts. Là, on est d'accord, on comprend tout ce que c'est maintenant les transferts. Bon. Mais il y a plusieurs manières de faire des transferts. Tu peux décider que tu investis massivement. Tu es d'accord ou pas? Tout à fait. Je vais prendre un exemple absurde. Moi, pas une route, on va mettre des hydroliennes. On parle au grec et on dit, les amis, vous allez installer une hydrolienne tous les 20 bornes dans la mer. Et avec ça, vous allez produire votre électricité parce que le charbon, il y en a ras-le-bol. Le nucléaire, il n'y a pas question de vous en donner parce qu'il faut qu'on arrête. Bon, ça veut dire... Alors, et le pétrole, soit t'amènes, écoute bien, Jacques, soit t'amènes la machine depuis la France. Parce que nous, on sait les faire. Ils ne savent pas les faire, mais on peut les faire là-bas. Mais normalement, si on a une planification et que l'idée, c'est la relocalisation, on va installer les entreprises qui vont fabriquer là-bas, on va commencer à faire circuler les gens. Tu vas avoir des jeunes étudiants qui vont venir en France voir comment... Qui va payer la formation des travailleurs? Qui va payer la travail? Mais tout ça, ça va être des transferts. Ça va être des transferts. Oui, mais on peut emprunter massivement. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Quel est l'important? Attends, Jacques, qu'on s'en comprenne bien. Moi, je suis marxiste, d'accord? Donc matérialiste. La monnaie, c'est un intermédiaire entre deux valeurs. Point. Donc, aujourd'hui, je te prête 1000 et tes zouaves, ils vont aller produire et à la fin, je veux dire, comme quand tu achètes une maison, tu dis la maison, elle te coûte, on va dire n'importe quoi, 100 000 euros, je te les prête. Au moment où la banque te prête 100 000 euros, les gens, ils ne le savent pas, mais la banque, elle ne les a pas. C'est juste de l'écriture. Bon, donc, à la sortie, tu as une maison qui vaut en effet 100 000 euros, tu as donc une valeur matérielle qui correspond au signe monétaire. Je reviens juste aux hydroliennes qu'on va demander aux Grecs de construire, je n'ai pas bien compris. Qui finance ces hydroliennes? L'Europe du Nord. Non, on emprunte. La BCE. La Banque Centrale Européenne prête massivement pour des... C'est pour ça que moi, ma désobéissance... Elle prête aux Grecs. Écoutez-moi, aux Grecs et à tout le monde, et à tous ceux qui ont besoin, parce que ce qui compte dans l'économie, c'est que les gens vivent. Et l'Allemagne est d'accord. Mais elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord, ça se fait. Ah si elle n'est pas d'accord, je peux terminer, Daniel. Ça se fait pas. Écoutez, Daniel. Non, mais si elle n'est pas d'accord, ça ne se fait pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais existé avant l'Allemagne et on n'existe pas, ils ne sont pas d'accord. Et les Français, ça compte pas. La BCE n'existe plus. La BCE n'existe plus. La BCE n'existe plus. Mais même admettons. Mais non, mais alors, alors c'est un raisonnement circulaire. On ne peut rien faire parce qu'on ne fait rien, parce qu'ils ne veulent pas, donc on ne peut rien faire. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire ensemble. Et ça, c'est autre chose. Non, et le peuple allemand, il n'existe pas. Les travailleurs allemands, ça n'existe pas. La Confédération européenne des syndicats, ça n'existe pas. Les écolos, ça n'existe pas. On verra quel sera le résultat. Les Grecs, ça existe. Les peuples, ça existe quand même. Ça se met en mouvement. Pardon, Jacques, mais toi, tu n'en tiens pas compte. Quand tu as une carpette comme Hollande qui propose rien, alors évidemment que personne ne fait rien. Mais suppose que ce soit moi qui arrive avec toi dans mon bagage, on arrive tous les deux à Bruxelles. Oui, on arrive tous les deux, tu es ministre. Et on leur dit, bon, devinez ce qu'on va vous dire. Déjà, ils sont tous verts. Et on leur dit, écoutez, voilà, on vous propose ceci et cela. Et bien, moi, j'attends de voir combien de temps. Je parle d'expérience. L'Italien ou l'Irlandais va mettre avant de craquer. Parce que quand j'étais ministre du modeste
enseignement professionnel. Dès que j'ai commencé à proposer qu'on ait une monnaie commune, tu vois, diplômante, c'est-à-dire un contenu de diplôme commun, les premiers qui sont arrivés, c'est les Irlandais qui m'ont dit on peut pas virer les Anglais. Ensuite, il est arrivé les Belges qui m'ont dit bah de toute façon on est avec vous. Et puis l'Italien qui était de droite et même plus que de droite, elle m'a dit bah, c'est vous qui avez raison. Et l'Espagnol est venu. Et même l'Anglaise à la fin m'a dit de toute façon comme c'est un désastre chez nous, je vous suis. D'accord? Donc, il ne faut pas croire que c'est des ennemis, des gens qui sont prêts à sauter à la gorge, les Européens. C'est aussi des gens qui discutent, qui réfléchissent. Et... Mais attends. Donc, on peut débloquer la situation. Toi, tu es très pessimiste. Non, mais attends. Mais non, le problème, c'est que même si on arrive à financer par 100% de crédit, ces grands investissements, ça ne changera pas le problème de la compétitivité relative entre l'Allemagne, la France, l'Italie. Il faut du temps pour que ça se compte. Non, oui, attends. Non, il a raison. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'on peut, à la limite, imaginer, je ne pense pas que c'est beaucoup de réalité, mais que l'on puisse imaginer une monétisation massive au niveau européen pour financer ces investissements. Merlot, il s'emmerde pas. Attends. Monétisation. C'est-à-dire le fait que la Banque centrale, c'est qu'on fait du crédit et que la Banque centrale décide de racheter ces crédits à taux 0 ou à taux 0,5. Bon, pour pas dire 0, et ce qui fait qu'on a à ce moment-là de l'argent. Quel est le problème? On est la première masse monétaire du monde. Les Américains qui sont en danger, ils le font tous les jours. Le problème, c'est que ça ne résout pas la question de la compétitivité relative. Pas dans l'instant T. Mais même pas dans l'instant T. C'est qu'on sait qu'il faudra 8 à 10 ans. C'est rien, ça. C'est très important. Il faudra 8 à 10 ans pour arriver à avoir cette convergence, si jamais on y arrive. Car là encore, il faut faire... Cette convergence, ça veut dire quoi? La convergence de compétitivité entre les pays. Une fois qu'on a équipé la Grèce de ses éoliennes, de productivité. Attends, Anne-Sophie, vous pouvez traduire la convergence de compétitivité? Non, mais voilà, la convergence de productivité. Je t'explique, un gars qui produit une bouteille en Grèce, s'il lui faut 2 heures pour la faire et que le tien, il l'a fait en 5 minutes, t'as gagné. D'accord? Bon, voilà, c'est ça la différence. Et alors, on finit tous par la produire en là où Jacques a raison, c'est que c'est vrai qu'il y a un abîme, d'accord? Deuxio, que nous les Français, nous sommes les meilleurs, parce que si tu rapportes à la tête d'un... Les meilleurs sur quoi? La productivité, de loin, plus que les Allemands. Hein. Bien sûr. Les Allemands, ils se la coulent douce. Hein. On a un gain de 5% par rapport à l'Allemagne. Bon, ben, tu vois, ça pour bien 10 fois moins que ça, on se fait traiter de feignants d'Europe du Sud. Bon. Donc, comment on comble l'écart? On le comble par de la formation et des installations et des machines performantes. Et là, tu combles l'écart. Ami, mais ça prend 10 ans, c'est rien du tout, 10 ans. Et ça veut dire c'est étonnant que, justement, dans vos deux registres, l'économique et politique, il y ait l'économiste qui nous dise que 10 ans, c'est très, très, très long. En général, c'est le politique qui nous dit... Non, parce que c'est long. Pourquoi? Parce qu'il va falloir à ce moment-là, financer les déséquilibres. Et donc, c'est pas simplement l'investissement qu'il faudra financer, c'est aussi les déséquilibres de balance commerciale entre les pays. Donc, c'est ça le problème. Et je dis que... Alors là, je ne te comprends plus. Mais oui, parce que... Parce qu'un Grec, il achète en euros. Oui, mais 7 euros, il va le payer à une entreprise française, à une entreprise allemande, peut-être même à une entreprise espagnole. Pardon, Jacques, c'est là que ça ne va plus. C'est que la vie continue comme avant. C'est-à-dire, on se tire la bourre, on est en compétition les uns contre les autres. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé des hydroliennes. Bon, les hydroliennes des Grecs, on va les fabriquer en Grèce. Les hydroliennes dont on a... Alors peut-être qu'on dira que non, que ce n'est pas le bon exemple, parce que l'hydrolienne, c'est une grosse machine. Mais si on relocalise de l'agriculture, au lieu de faire les marchés mondiaux, si on ferme les marchés européens... Là encore, je te répète, et si tu veux, je veux bien admettre, en théorie, que l'on puisse avoir une convergence des productivités à l'horizon de 10 ans. Ça me semble court, mais... Jacques, tu es d'accord pour dire que c'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui avec leur méthode de marché. Et ils ont prévu que... Non, mais attends, il y a un point... Mais non, ce qu'ils essayent de faire, c'est de ramener le niveau de salaire à l'intérieur d'une même monnaie au niveau de la productivité.
Et c'est pour cela qu'il va falloir réduire le salaire réel, le salaire réel des Grecs, il va falloir le réduire de 40%. Non, il est déjà réduit de 40%. Non, il n'est pas réduit de 40%. Non, non, parce que vous avez regardé ça sans regarder le taux d'inflation en Grèce et sans regarder les évolutions de la productivité du travail en Grèce qui s'effondre. Et donc, si je reprends... Mais moi, mes amis grecs qui m'appellent, ils me disent j'ai perdu 40% de ma retraite. Oui, enfin, voilà. Non, mais je parle du salaire, je parle des salaires. Oui, et donc, salaires, si on a actuellement en Grèce une baisse en moyenne de 20% des salaires, ça ne veut pas dire que la Grèce a gagné 20% en compétitivité.